d'abord, diffusés à la fois par la radio et la télévision, les dossiers de la RTG, Radio-Télévision Gabonaise, sont devenus l'émission la plus populaire d'Afrique centrale. On l'écoute au Gabon, bien sûr, mais aussi au Cameroun, au Zaïre et au Congo. Mais là, tout est dans le ton. Les invités, des ministres ou des dirigeants du Parti démocratique gabonais, unique politique autorisée dans le pays, eh bien ces dirigeants ne sont guère ménagés. Et téléspectateur le plus assidu peut-être, le président Bongo lui-même, qui, dit-on, décroche souvent son téléphone pour poser anonymement des questions. Ce soir-là, sur la sellette, les ministres du parti, des finances et de l'éducation. Savez-vous qu'à l'occasion de ces élections, le peuple est constamment menacé de représailles sociales s'il s'abstenait de déposer dans l'isoloir la seule liste du PDG qui existe? Pensez-vous que cette mascarade soit vraiment utile ou nécessaire pour que l'équipe dirigeante actuelle soit toujours au pouvoir? Ne vaut-il pas mieux laisser ce pauvre peuple tranquille? En ce qui concerne les organes du parti, en particulier les organes de base du parti, depuis 1968, les élections sont vraiment démocratiques. Il y a 2 ou 3 listes qui se présentent. Les gens votent comme ils l'entendent et il n'y a pas de pression depuis. Les dirigeants politiques de notre parti liguent volontairement et cyniquement les provinces les unes contre les autres, les ethnies les unes contre les autres, les clans ravivés les uns contre les autres et même les familles à l'intérieur de ces clans. Où est l'unité nationale dans tout ça? Je voudrais dire à ces camarades que peut-être il est né hier. Parce que s'il est né avant l'indépendance, il a connu la période où il y avait plusieurs partis. Où vraiment c'était la division totale. La délation battait son plein quand il y avait 3 partis. Il était même dit, vous voyez un ami à vous qui arrive dans un trottoir, pour ne pas parler, vous prenez l'autre trottoir. On a constaté ça. On a vu même un frère tirer sur l'autre frère parce qu'il était du parti. Oui, mais est-ce que c'est une bonne chose que ce sont les mêmes qui sont au parti, les mêmes au gouvernement, les mêmes au comité central, les mêmes au bureau politique? C'est-à-dire les fonctions politiques, tout le monde peut les postuler, quoi. Fonctions politiques. Et quelquefois, c'est enrichissant, aussi bien pour le parti que pour le gouvernement, que ce soit les mêmes personnes qui apportent la même expérience, la même information. Tu as remarqué que souvent, et même il a été démontré que c'est dans ces pays amis du parti, c'est là où il y a des attentats à la bombe, la plupart du temps. L'exemple de RCA est là. Ils ont voulu faire un peu de la démocratie multipartiste, mais ils ont récolté une bombe. Premièrement. Un téléspectateur dit aucun des ministres du gouvernement ne peut justifier d'un héritage quelconque. Pourtant, dès leur nomination, on voit fleurir voitures et villas de luxe. Est-ce avec votre complicité qu'ils détournent et volent l'État? Et ceci est encore plus vrai pour le ministre de l'économie et des finances et son entourage, au parc automobile insolent et au patrimoine immobilier imposant. J'estime que je suis en mesure, avec la rémunération qui m'est servie, de me donner certaines facilités. Et si je prends la liberté d'acheter 1 ou 2 voitures au lieu de construire 1 ou 2 villas, c'est un choix que je fais. Et je pense que chacun de nous est libre de faire le choix qu'il veut faire, qu'il entend faire. Alors, ce contre quoi je me suis érigé, c'est surtout, le fait qu'on se permette de traiter les membres du gouvernement, ceux qui sont chargés au niveau exécutif de diriger ce pays, de les traiter de voleurs. Pourquoi a-t-on chargé la réalisation du projet de la Cité des ambassadeurs au ministre Maïla, alors qu'on sait que ces derniers avaient déjà détourné les sous du charbonnage? Y a-t-il pas un autre membre du gouvernement à qui l'on pourrait confier cette réalisation? J'allais aux États-Unis avec le chef de l'État et arrivé à l'aéroport à Paris, on lui apporte une dépêche qu'on n'aura pas un seul coopérant à Libreville parce qu'il n'y a pas de logement. Et le chef de l'État, furieux, appelle quelqu'un en disant « Mais dis donc, le dossier que je t'ai donné, où est-ce que tu en as fait et tout? Il y a longtemps que je parle de ce dossier-là, rends-le-moi. » Et on me le sort, on me le met dans les mains. Et je trouve qu'en ce moment-là, il fallait être le ministre Maïla pour prendre le pari qu'en octobre, il y aura des logements. Et il y a eu des logements. Vous n'avez pas eu un héritage exceptionnel
Après quelques mois au poste de ministre, vous êtes devenu milliardaire. Donnez-nous la recette en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et puis aussi, pouvez-vous nous donner, c'est un peu la même question, la recette pour être milliardaire à votre âge? Moi, j'ai le même que vous. Je travaille depuis 10 ans, je n'arrive pas à économiser autant que vous. Formidable. Alors là, tout de suite, je voudrais rassurer les téléspectateurs que je ne montre aucune agressivité et que je répondais posément. D'abord, je ne suis pas milliardaire. Je ne sais pas ce que c'est. Deuxièmement, c'est vrai que je n'ai jamais reçu d'héritage. J'entreprends. Quand j'ai 1 franc, je ne m'en vais pas boire avec dans un bistrot. Je le mets de côté pour que ce franc appelle un autre franc. Et je crée une entreprise, je crée une société qui donne une activité. Mais je ne la gère pas. J'ai commencé ici en faisant quoi? En prenant un crédit, je me suis acheté un camion pour transporter du carburant. C'est être riche, ça.